Bonjour à tous, je suis avec la présidente de l'association En Sécurité sur la route des îles Saint-Barthélemy-Saint-Martin. Nous sommes aujourd'hui dans l'occasion de la journée, de la semaine de la sécurité routière au travail, mais pas que apparemment. Ben non. Donc je vous présente Corinne qui va nous expliquer quel est le but un peu de cette journée, et qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Et surtout, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Bonjour à tous. On est où? Ouais. Eh ben, on est dans un après-midi spécial sécurité routière où on aura derrière des intervenants qui vont faire une désincarcération, la Croix-Rouge, le stand en sécurité routière sur la route des îles qui s'intéresse particulièrement à tout ce qui touche à la sécurité routière au travail. Je rappelle qu'on est dans la semaine nationale de la semaine de la sécurité routière au travail du 27 au 31 mai. Et voilà, on va démarrer d'ici une demi-heure. Et ce que nous allons innover particulièrement, c'est le Sécuribus. Le bus va arriver tout à l'heure. La nouvelle création est une expérimentation pour attirer un peu plus les gens dans la théorie de la sécurité routière. Pourquoi pas aller dans un bus plutôt que dans une salle. Justement, j'ai vu ce petit panneau, vous avez un petit panneau qui affiche sur la voiture, sur le bus. Qu'est-ce que Sécuribus? C'est quoi ce projet? Je vous dirais d'abord, don't miss the bus. Il ne faut pas le louper parce qu'il va partir à 16h10. À 16h10 il partira? Oui. Et c'est une innovation née de notre équipe, président et vice-président, où on s'est dit finalement, comme les gens n'aiment pas aller dans les salles, on va les embarquer en bus, on va les vivre 1h, 1h30 de sécurité routière en bus. Il y aura 7 exercices. Je pense que les personnes qui sont sélectionnées ne vont pas s'ennuyer. Donc c'est un voyage sur l'île de Saint-Barthélemy. On va faire un petit tour. Non, c'est un road trip. Un road trip sur 21 km², n'est-ce pas? Ah oui. Avec des exercices. Et en plus ce bus, je pense qu'il est climatisé, donc on va être bien. Heureusement, puis il est drôlement luxueux. Et en plus, il va vous apporter beaucoup de Esri, vous allez sortir des élèves, des stagiaires pour mettre dans une salle pédagogique c'est ça. Qui roule, C'est une salle pédagogique roulante. Au plus près de la route de Saint-Barthélemy. C'est-à-dire on sera sur la route, donc on ne peut pas être plus près. Corinne, nous avons entendu à la radio et on vous a vu aux assises de la sécurité routière qui s'est déroulé le vendredi 24, organisé par la préfecture, où vous avez donné votre soutien à la préfecture de Saint-Barthélemy. Et lors de cette préfecture, j'ai entendu parler de qu'est-ce que c'est que ce DUERP, chef d'entreprise, un appel au chef d'entreprise. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu à nos internautes qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît? Ok, alors je rappelle dans un premier temps, mon cher Grégory, que l'année dernière, j'ai mis en œuvre la semaine de la sécurité routière au travail et que cette année, je m'applique particulièrement à aider les chefs d'entreprise, restaurateurs, mais autres entreprises, qui est on va dire des saisonniers ou pas, peu importe. Chaque chef d'entreprise qui a au moins un salarié, oui, à partir d'un salarié, doit avoir un DURP, document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc nous sommes là pour les aider à mettre à jour et de fait d'essayer de mettre en place un plan de prévention routière, sécurité routière au travail, que ce soit pour les trajets domicile-travail comme pour les trajets mission. Alors Corinne, si moi j'étais un chef d'entreprise avec plusieurs employés, qu'est-ce que vous me diriez si je vous dis qu'est-ce que je dois faire? Je dirais surtout rejoignez-nous. Pourquoi je devrais vous rejoindre? J'ai du boulot, je travaille beaucoup. Contactez-moi pour qu'on puisse mettre en œuvre déjà, ou alors peut-être que vous l'avez fait mais qu'il y a 4-5 ans. Alors on fera une mise à jour et puis on mettra en place une petite action de sensibilisation pour que tous vos salariés, l'exemple de Sécuribus par exemple est un exemple innovant sur lequel je pense que tous les salariés vont adorer venir dans ce fameux Sécuribus. Comme ça, ils seront sensibilisés pour un an. En tant que chef d'entreprise, mon entreprise serait valorisée par rapport à d'autres entreprises. Déjà, et mes salariés seraient peut-être... Vous savez que quand vous avez un salarié qui s'accidente, on va vous demander quand même si vous avez fait quelque chose pour essayer de les protéger. Vendredi, nous avons vu les chiffres, vendredi dernier, effectivement, les chiffres de sécurité routière au travail. Effectivement. En même temps, on ne peut pas être derrière tout le monde dans la voiture, dans les scooters, mais quand une action a été faite, et vous allez voir, si vous participez au Sécuribus, parce que aujourd'hui c'est assez sélectionné, vous verrez quand même l'intérêt. Nous traitons de l'alcool, des stupes, de la vitesse, de ce qu'on appelle la coactivité, des risques encourus et comment arrive l'accident, les petites infractions. Vous allez voir qu'ils ne sortiront pas indemnes, ils seront sensibilisés. Alors moi je connais des collaborateurs, des salariés, je pense que quand on les entend parler, ils disent oui c'est bien la sensibilisation, mais et si dans mes salariés je sais pertinemment
ils vont peut-être soit pas vous écouter, soit oublier rapidement ce que vous allez leur inculquer. Et qu'est-ce que vous faites comme je contre vous ai ces dit, personnes? au moins vous, chef d'entreprise, puisque vous faites Oui. un jeu de rôle, Oui, voilà, c'est ça. eh bien, vous, chef d'entreprise, au moins, vous avez mis tout en œuvre pour faire ce qu'il fallait pour les protéger. Donc si je perds un collaborateur, je serai déresponsabilisé, c'est ça? Heureusement. Sensiblement touché, mais Vous déresponsabilisé. aurez respecté l'article du Code de la route 41-21 du Code de travail qui dit que tous les chefs d'entreprise doivent mettre en œuvre des actions pour sensibiliser leurs salariés ou collaborateurs. Je vous remercie Corinne. Bonjour Christine, vous êtes la présidente de la Croix-Rouge de Saint-Barthélemy, c'est bien cela? Tout à fait. Et vous avez rejoint un petit peu la journée de la sécurité routière, la deuxième session de la sécurité routière au travail, mais pas que. Pouvez-vous me dire qu'est-ce qui va se passer dans votre stand pour cette journée qui se passe au stade de 16h à 19h, c'est bien ça? C'est ça. Alors tout d'abord, on remercie la collectivité de nous avoir invités sur cet événement. On n'avait pas eu l'occasion d'y participer pour la première édition, donc nous sommes ravis d'être là pour la deuxième édition. Et sur notre stand, il va y avoir une infirmière spécialisée en addictologie, donc pour parler effectivement du risque de consommation d'alcool, de drogue et de conduite sur la route. Et puis on va aussi profiter de cette occasion, de ce rendez-vous aujourd'hui, pour parler de l'activité secourisme à la Croix-Rouge. D'accord, à la Croix-Rouge vous faites du secourisme. Nous faisons du secourisme, de la formation PSC1, donc premier secours, donc apprendre à sécuriser lorsqu'il y a une victime, à alerter et puis à diagnostiquer et à appeler à l'aide. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour mon agent-chef, vous êtes venu de Saint-Martin, vous faites partie de la BMO de Saint-Martin. Oui. Garage autorisé. Oui, bonjour, je suis l'adjudant-chef de la brigade motorisée de Saint-Martin, adjoint au commandement. Donc nous sommes là pour une journée sécurité routière. Nous avons préparé un petit circuit pour les enfants afin qu'ils soient sensibilisés sur différents panneaux, les panneaux principaux, D'accord. les stops, les feux rouges et les sens interdits. Nous avons monté un petit circuit, nous avons fait un petit circuit, on va dire, pour la manœuvre. Piéton. Non, un Vélo. circuit où ils vont faire des petites manœuvres avec le vélo, et puis voilà, pour apprendre, pour les sensibiliser un peu à l'équilibre. Merci mon agent-chef d'avoir répondu à l'invitation de la collectivité pour cette deuxième session de la sécurité routière au travail, mais pas que. Merci mon agent-chef. Merci à vous. C'est parti, cet exercice, on va s'amuser. Donc c'est le départ là, c'est ça? Allez, on y va, tu es attendu. À tout à l'heure, rendez-vous dans une heure. Bonjour Thierry, monsieur le chauffeur de Sécuribus, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue à tous. Vous êtes bien installés? Je vois qu'il y en a qui sont déjà bien attablés. Bienvenue dans Sécuribus, deuxième expérimentation d'un bus qui se transforme en salle pédagogique. Pourquoi? Parce qu'on est persuadé, avec 35 ans d'animation en sécurité routière, que les personnes ne sont pas tellement attirées à aller dans une salle pour écouter un cours sur la sécurité routière. Or, vous allez quand même vivre ça, mais sur une autre version. J'espère et je souhaite que... Bonjour, ça attire la curiosité, c'est déjà pas mal. J'espère. Ah ben ça commence bien, on a déjà un contrôle. On a un contrôle routier là, un territorial de contrôle. La police. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Voilà. Bonjour la police territoriale. Bonjour. Bienvenue. Je pense qu'il faut attacher ses ceintures. Oui, ben attachez-vous. Non mais c'est la police qui nous a arrêtés. J'allais vous le Pardon, dire. pardon. Bien, donc on partira pour un tour avec Thierry Paulin, on est déjà de mèche et c'est déjà ce qu'il a à faire. Il participe mais passivement. On va lui demander simplement d'être notre meilleur chauffeur. Je vous demande de ne pas l'évaluer lui, mais vous allez voir, vous allez pouvoir ouvrir vos enveloppes. Je vais vous faire signer une feuille d'émargement. Je vous demande de ne pas tout déballer ce que vous avez dans votre enveloppe puisqu'on va le découvrir au fur et à mesure. Il y aura 7 exercices, et oui, 7 exercices plutôt très animés avec des jeux, des questions et surtout jamais de remise en question vis-à-vis de vous, juste pour vous faire découvrir qu'on a beau avoir un permis de conduire, on ne sait toujours pas tout et qu'on verra aussi que les petits comportements peuvent faire malheureusement, comme vous savez, les petites rivières, je ne vous raconte pas la suite.
Bonjour mon adjudant, bonjour sergent-chef. Alors vous avez répondu à l'appel de la collectivité pour la semaine de la sécurité routière au travail, mais pas que. Alors votre stand, à vous, en quoi consiste votre stand? Qu'est-ce que vous allez faire au stade? Vers quelle heure? Vers 16h30. 16h30 et vous allez faire une manifestation? On va procéder à une démonstration de découpage de véhicule avec une extraction de victime. Donc le véhicule va être sur le flanc, sur le côté, et avec une victime de coincée dedans, bloquée à l'intérieur. Et donc l'objectif c'est que le premier équipage va arriver avec une ambulance, prendre contact avec la victime, sécuriser les lieux, et nous on va arriver dans le second temps, comme dans la vraie vie en fait. C'est une démonstration que vous faites régulièrement dans l'année sur Saint-Barthélemy, c'est cela? Alors Ça vous arrive? on l'a fait une fois par an, et après on s'entraîne Vous entraînez? au minimum 1 à 2 fois par an, sur devez être 4 situations comme ça. Ce véhicule qui est derrière vous, c'est le véhicule, on appelle ça Le véhicule de secours routier, dedans il y a tout l'équipement pour faire du sauvetage de secours routier, pour le secours routier, pour tout ce qui va être intervention sur victime en cas d'accident routier. Ah, merci, on Protection, balisage, éclairage, calage, et puis après des coups. Alors, un effectif de combien pour pouvoir partir en intervention sur le secours routier? Alors en plus de l'équipage de l'ambulance, on sera 2 à être dédiés uniquement au matériel et à la mise en œuvre du matériel du secours routier. À l'ambulance, donc ils sont 3, ils vont s'occuper de la victime, et vous allez faire quoi à 2? Nous on va mettre tout en œuvre, toutes les techniques de mise en œuvre pour prêter secours à la victime. Je vous remercie beaucoup, mon agent, et merci beaucoup. Et à tout à l'heure pour la démonstration. Et à tout à l'heure, et les enfants et tout le monde, venez voir cette magnifique démonstration. Merci. Le témoin, donc, qui est Thierry, il est sur la route et lorsqu'il arrive sur la ligne droite de Saint-Jean, il voit ce véhicule penché devant lui. Qu'est-ce qu'il fait déjà, Thierry, à ce moment-là? Déjà, je vais commencer par mettre les warnings, je mets mon gilet, je sors et puis je vais appeler les secours pour leur signaler l'accident. Est-ce qu'on regarde d'abord ce qui se passe à l'intérieur du véhicule ou est-ce qu'on l'appelle et après on regarde? Comment ça se passe? Alors le but c'est de jouer un petit peu le néophyte et de me laisser un petit peu guider par mes collègues sapeurs-pompiers qui sont au central d'appel. Voilà, parfait. Donc on va appeler les pompiers le 18. Absolument. Alors on appelle le 18 et on est sur haut-parleur. Vous avez demandé les sapeurs-pompiers, ne quittez pas. Un opérateur. Oui bonjour, pour exercice. Bonjour madame, je suis sur la route de Saint-Jean, là, je suis devant le Niki Beach et je me suis arrêté parce qu'il y a une voiture qui est accidentée là, en plein milieu de la route. D'accord, il y a une seule voiture? Oui, c'est une petite voiture bleue. D'accord, il y a des personnes là-bas? Bah écoutez, je crois qu'il y a une dame, à l'intérieur, je suis pas sûr. D'accord, elle est consciente ou inconsciente? Bah écoutez, je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour voir. D'accord. On se rapproche. Madame, ça va? Oui, allô? Oui, alors je ne vais pas trop me rapprocher du véhicule parce qu'il me paraît instable, mais la dame répond à mes sollicitations. D'accord. Après, La voiture est droite ou... non, elle est sur le flanc et puis j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule personne à bord. Je me renseigne. Madame, vous êtes seule dans le véhicule? Alors visiblement, elle me fait signe que oui, elle serait toute seule dans le véhicule. D'accord, très bien. Mais venez vite parce que je m'inquiète un petit peu quand même pour la dame. D'accord, donc vous êtes bien à Saint-Jean au niveau de Niki Beach. D'accord, vous êtes monsieur... Je suis monsieur Jules. D'accord, je prends votre numéro de téléphone. Vous restez à côté s'il vous plaît, je fais partie de suite d'une ambulance et un véhicule. Donc vous voulez mon numéro de téléphone? Oui, c'est bon, je l'ai votre numéro de téléphone. C'est le 07 69. Absolument. Voilà. Je fais partir les secours de suite. Vous restez à côté de la dame, essayez de la rassurer et vérifier qu'il n'y a rien après le garçon accident. Très bien, je peux raccrocher? Oui, on peut raccrocher. Merci madame, j'attends les secours. Voilà, donc le temps que les secours arrivent, on va peut-être rappeler ces quelques éléments de base. Les pompiers sont formés pour ce genre d'appel et ils ont des questions qu'on va poser à la fois pour avoir le maximum d'informations, mais aussi pour rassurer le témoin de l'accident. Absolument, déjà il est important d'avoir le lieu, si la communication est coupée, d'avoir très vite la nature du sinistre également. Là en l'occurrence un véhicule, avoir une idée sur l'état et le nombre des victimes. Toutes ces informations-là vont permettre d'engager dans les meilleurs délais les moyens suffisants
voire d'anticiper des renforts et appeler du personnel qui pourrait être d'astreinte et déjà prévoir un réarmement, un renfort potentiel. Bon, on entend justement les pompiers qui arrivent et on va décrire parce qu'ils ont vraiment un contact avec le témoin et ensuite ils vont prendre la suite des opérations. Alors absolument. Alors sur ce type d'intervention, vous allez voir deux véhicules arriver. Donc le premier véhicule engagé est une ambulance, donc un véhicule avec tout le matériel nécessaire pour prendre en charge la victime et qui sera suivi par un véhicule de secours routier qui lui aura plusieurs missions. C'est de garantir un périmètre de sécurité sur l'intervention et également d'avoir tout le matériel nécessaire et les EPI nécessaires, donc les tenues nécessaires pour effectuer les manœuvres de désincarcération. Ce véhicule est également équipé, ce deuxième véhicule est également équipé d'éclairage, puisque là nous assistons à une manœuvre de jour, et cette intervention peut très bien avoir lieu la nuit. Donc là on voit on va dire qu'ils ont eu contact avec le témoin et là directement le premier sapeur prend contact avec la victime pour faire un bilan ajusté. Alors voilà, nous avons donc le premier sauteur qui est le chef de la grille, donc le responsable des intervenants qui sont dans le VSAD, qui fait un premier contact, qui fait un petit peu la photo de l'intervention pour confirmer les éléments qui ont été transmis. Parallèlement à cela, son équipe met en place une première sécurité qui est la mise à disposition d'un extincteur en cas de départ de feu sur le véhicule. Parce qu'il est important de rappeler que le véhicule, il vient de rouler, il est chaud, il peut y avoir des fuites de carburant, il peut y avoir quelque part un départ de feu. Absolument, notamment il faut faire attention, c'est la carburation du véhicule. Donc c'est une information aussi qui sera transmise par le premier chef d'agré qui pourra prendre les éléments sur le numéro de matriculation qui a été relevé pour les manœuvres, mais qui permet d'avoir un contact avec les forces de l'ordre et nous donner très rapidement la carburation du véhicule pour prendre en compte éventuellement le risque supplémentaire. D'accord. Comme par exemple un véhicule électrique où il pourrait y avoir d'autres risques associés. Absolument. Alors sur la manœuvre actuellement, on a vu un premier sauveteur qui va entrer dans le véhicule avec une sécurisation minimale, on engage le minimum de personnel. Ce personnel en fait est nommé écureuil. Voilà, parce qu'on va essayer de prendre le personnel le plus agile qui va aller au contact de la victime et apporter les premiers soins. Et éventuellement des gestes salvateurs comme la libération des voies aériennes si cela est nécessaire. Donc on a vu le deuxième véhicule dont on parlait tout à l'heure, il est arrivé et là il est en train de préparer un certain nombre d'équipements parce qu'il faut le rappeler, il y a une remontée d'informations en temps réel par votre système de communication en interne. Absolument. Alors, toutes les arrivées sur les lieux sont effectivement transmises avec la centrale d'alerte. Toutes les demandes de renfort également, parce qu'en parallèle, il y a un travail qui se fait aussi au centre du secours, pour réarmer le centre du secours. Ce véhicule qui arrive donc, est en train de peaufiner la sécurité du site. Parce que lors d'un niveau d'intervention, on va d'abord commencer par la sécurité du site, la sécurité du véhicule avant de prendre en charge la victime. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire avec un backpack de sécurité pour empêcher l'accès à d'autres véhicules sur la voie. Question, j'allais dire bête, bon après, est-ce qu'au nombre d'hommes là qui sont présents, il y aurait peut-être pas une possibilité de pousser le véhicule sur les quatre roues? Est-ce que ça aurait facilité la manœuvre ou au contraire, il faut que le véhicule bouge le moins possible? Alors c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. L'idée, c'est bien de mobiliser à minima la victime, respecter un dégagement appelé en l'axe, en fait, pour garder le rachis en l'axe et éviter toutes les lésions supplémentaires. L'action du pompier n'est pas d'aggraver. Non, c'est bon, ce sont les aléas du direct. C'est pas des sauver la victime. Donc l'action du pompier n'est pas d'aggraver l'état de la victime, mais bien de porter secours et d'éviter son aggravation. Donc il faut vraiment éviter que la victime soit ballottée dans le sens. Voilà, donc je vois aussi qu'ils sont arrivés avec de l'air, là aussi c'est pour sécuriser et pour rassurer la victime qui est à l'intérieur, parce que rappelons-le, l'écureuil dans votre jargon est à l'intérieur avec la victime. Absolument, alors là, la bouteille que vous voyez actuellement, ce n'est pas du verre, c'est de l'oxygène, c'est pour porter une assistance respiratoire qui semblerait être le premier bilan et montrer cette nécessité.
le chef d'agrément en train de transmettre à l'étranger de matériel nécessaire. Et parallèlement à cela, on voit l'équipe du second groupe qui est en train de sécuriser et de stabiliser le véhicule afin de pouvoir travailler sur les opérations de désincarcération en toute sécurité et en évitant encore une fois de mobiliser la victime pour provoquer des lésions supplémentaires. Voilà, donc, il y a un contact permanent avec le chef d'agré, l'écureuil donc à l'intérieur, qui est un pompier, et ceux qui préparent justement la manœuvre de désincarcération. À quel moment on se dit on retire la victime ou on passe par la phase de désincarcération? Parce qu'elle n'est pas forcément systématique. Alors non, effectivement, il y a plusieurs paramètres. Déjà, l'environnement, le véhicule, la stabilité du véhicule, si elle est possible ou pas possible. Là, en l'occurrence, on est sur la route, donc on travaille de façon assez traditionnelle. Et deuxième point, ce sera l'état de la victime. Donc là, en l'occurrence, nous étions en contact avec une victime qui nous répondait. Une victime avec un cas plus important, un absence de respiration, voire un arrêt cardio-respiratoire, sera selon la possibilité, d'être la plus rapidement possible. La façon d'extraire la victime aussi peut dépendre, dans certains cas, en fonction de la gravité de l'état de la victime. Donc ce sera le médecin sur les lieux qui préconisera une prise en charge. Et les sapeurs-pompiers en tant que techniciens, ils feront les techniques, la technique la plus adaptée pour pouvoir arriver à atteindre ce résultat. On parle de l'état de la victime, justement, il y a un élément important, et c'est le rôle du témoin avant l'arrivée des pompiers, c'est de suivre justement, parce que c'est le conseil qu'a donné l'opérateur par téléphone au début de la manœuvre, c'était justement de continuer de garder un contact avec la victime. Là, elle est restée consciente, mais on peut se retrouver dans un autre cas de figure où, par exemple, la victime perd conscience. Quel est le comportement à avoir dans cette situation? Alors, dans cette situation, la première chose, c'est de ne pas avoir une deuxième victime. Donc, il s'agit de garder contact avec la victime. Si possible, de face, pour éviter les mouvements intempestifs de la tête. En aucun cas, la personne doit prendre le risque d'entrer dans le véhicule. Parce que la situation n'est pas affichée, la protection du véhicule n'est pas encore assurée. Là, nous avons des personnels qui est équipé, prêt à intervenir aussi, parce qu'on ne peut pas ne pas penser au départ de tout. C'est possible. Donc en aucun cas, un témoin doit se rentrer dans le véhicule. Mais il doit garder, et si on voit un état, par exemple, la victime qui perd conscience, là on rappelle le 18 pour leur indiquer, voilà, la situation, elle a évolué. Absolument. Toute évolution de la situation avant l'arrivée du secours doit alerter la victime et l'amener à transmettre ces informations. On peut aussi rappeler que là, dans le cas présent, dans le cadre de notre exercice d'aujourd'hui, les pompiers sont arrivés en quelques minutes, mais on peut se retrouver dans une situation où vous êtes déjà sur une intervention et là, le délai d'attente peut être plus lent. D'où justement le fait de garder ce contact avec la victime à l'intérieur du véhicule et de faire remonter toute l'information sur l'aggravation de la situation. Absolument. Absolument, effectivement, le délai d'intervention, même s'il reste très long sur ce véhicule, lent à l'ENT. D'une façon générale, nous n'avons pas énormément de retours d'accidents simultanés, mais ça peut arriver. Quoi qu'il en soit, les conseils sont exactement ceux que tu viens de décrire, c'est-à-dire rester en contact avec la victime, garder un lien et être les yeux du centre de secours en attendant que les moyens sur les victimes. Parce qu'on l'a rappelé, il y a effectivement les accidents de la route. L'émission du ski sur Saint-Marc, c'est aussi les incendies, c'est aussi le secours à personne, donc différentes missions qui peuvent justement interagir sur la durée d'une intervention. Interagir d'un point de vue matériel et d'un point de vue humain également. Alors, ils ont démarré une sorte de petite génératrice, ils ont mis des pinces, qu'est-ce qui va se passer là? Alors là, ils sont en train de préparer le matériel pour pouvoir être prêt à commencer à découper les véhicules selon les directives qui sont données par le chef d'agré présent sur les lieux. Donc le matériel actuellement qui est préparé, c'est du matériel hydraulique, donc on voit un petit groupe hydraulique.
qui permet de mettre en œuvre, donc là en l'occurrence, une cisaille avec l'écarteur pour pouvoir procéder à la manœuvre. Alors ils ont fait une sorte d'essai pour s'assurer que l'équipement fonctionne bien. Je vois aussi que le véhicule, comme tout véhicule normal, a des vitres. Je présume qu'elles vont à un moment ou à un autre être cassées. Ça représente un risque pour les deux personnes qui, rappelons-le, sont à l'intérieur du véhicule en ce moment. Alors effectivement, la gestion du verre est une chose importante lors des secours routiers pour deux choses. La première, bien entendu, pour la victime, les éclats. Encore que la partie, notamment la partie avant, la partie pare-brise est feuilletée, donc ça va empêcher ce genre de problème. Mais également une attention particulière pour les sauveteurs, puisque lors de la découpe du verre, il faut protéger ces volets. Alors il y a là une sorte de petite sacoche, justement des bâches, c'est quoi exactement ces équipements? Alors le matériel que l'on voit en fait sont des protections qui viendront se mettre pour pouvoir protéger des zones découpées qui peuvent être saillantes. En fait. Donc c'est juste des protections qui s'adaptent à différents gabarits. Et protection pour la victime et pour les sapeurs-pompiers qui interviennent à proximité de parties découpées. Absolument, puisque même si nos sapeurs-pompiers sont équipés, vous voyez que l'équipement diffère par rapport à l'équipe engagée dans le véhicule secours routier et l'ambulance. Et il est important de garantir avant tout la sécurité du personnel. Et encore une fois, tant qu'on a une victime, autant en garder plus seul. Voilà, je vois que la porte est ouverte. Ils ont mis une sorte aussi de bâche à l'intérieur pour protéger des débris éventuels. Et là, on va passer aux choses sérieuses. Là. Absolument, donc n'oublions pas que la victime n'est pas seule à l'intérieur. Elle est accompagnée de l'écureuil qui est toujours à l'intérieur du véhicule. Le personnel est en train de mettre le dispositif pour pouvoir visiblement enlever la porte arrière pour après créer une voie et pouvoir dégager la victime. Voilà, la désincarcération, c'est pas forcément couper la toiture, c'est découper une partie du véhicule pour permettre d'évacuer la victime en toute sécurité. Exactement, la désincarcération, c'est découper, mais c'est aussi créer de l'espace, parfois recréer un volume pour pouvoir dégager la victime ou alors l'atteindre de façon accessible. Voilà, donc ils ne sont pas de se coordonner. Vous le voyez en permanence, le chef d'agréé discute avec ses autres collègues, ses autres coéquipiers, et forcément la communication, c'est vraiment la pièce importante dans le métier de pompier, surtout dans ces opérations-là. Je dirais que le mot à exclure, c'est la précipitation. Donc là, effectivement, il est très important de se coordonner, que chaque personnel soit prêt, sache ce qu'il a à faire pour éviter le suraccident. Voilà, donc on va laisser justement, donc là, il y a une sorte de presse qui va écarter. Absolument, donc là, notre équipier est en train de travailler avec l'écarteur pour pouvoir attaquer la charnière de la porte arrière, pour pouvoir la faire sauter tout simplement et enlever, pouvoir se débarrasser de cette porte arrière pour avoir un peu plus de stress sur le travail. On parlait de la sécurité des EPI, justement, on voit celui qui a la pince hydraulique, il a non seulement des gants, mais il a aussi des lunettes de protection. Enfin, la protection, c'est en tout temps. Absolument, il a des lunettes, il a des gants, il a un pantalon aussi, un pantalon qui permet de se protéger. Il a également, comme l'ensemble du personnel, des chaussures adaptées pour la protection des pieds. Et bien entendu, comme il est en contact direct avec l'outil, il est équipé de gants et de protection oculaire. Voilà, donc on voit cette démarche de découpe de la porte arrière. Et ensuite, il y aura bien sûr d'autres opérations qui vont s'enchaîner parce que dans l'idée, c'est d'ouvrir le véhicule pour permettre l'opération et ensuite d'aller sécuriser à l'intérieur la victime pour ensuite l'extraire et l'emmener à l'hôpital. Absolument, le but c'est d'extraire la victime dans les meilleures conditions, encore une fois d'éviter l'aggravation spontanée et d'engager des mesures supplémentaires. Et donc il peut parfois paraître, la manœuvre peut parfois paraître longue, mais nécessaire pour pouvoir accéder à cette jeune victime. Parlons justement des délais et d'un autre risque associé d'une manière générale à des interventions de pompiers, c'est l'intervention des badauds. Parce qu'à Saint-Barth, tout se fait rapidement, notamment par les réseaux sociaux, et forcément, si on reconnaît la voiture d'un ami, on voudra peut-être venir tout de suite sur le lieu de l'accident. Et c'est là où justement
les badauds, c'est pas forcément j'allais dire une bonne chose pour les pompiers parce qu'ils sont accaparés par la situation. Absolument. Après, je parlais tout à l'heure du travail d'équipe. L'équipe d'une façon plus large, ce ne sont pas que les sapeurs-pompiers, mais aussi les forces de l'ordre, la police territoriale, la gendarmerie, avec qui nous travaillons en parfaite collaboration sur ce genre d'intervention, justement pour que nos équipes puissent travailler de façon sereine. Voilà, la porte est retirée, découpée, donc elle va être mise de côté pour là encore libérer l'espace. Et je vois que là il va continuer, il va s'attaquer à l'autre porte, la porte avant. Absolument, donc là on a toujours en cette protection qui protège complètement la victime, donc un drap plus des renforts en contreplaqué qui sont installés. Là, le but de la manœuvre est maintenant de forcer le verrou de la porte avant pour pouvoir après attaquer les charnières et procéder exactement de la même façon que l'arrière pour pouvoir encore créer un peu plus de volume. Voilà, parce que la porte avant, tout à l'heure elle était ouverte, celle arrière, mais celle d'avant peut aussi fermer. C'est un petit obstacle pour les équipements qu'on a là. Absolument, alors fermer à clé, c'est pas forcément notre premier problème, hein, mais lorsqu'un véhicule prend un choc, c'est tout le véhicule, toute la carrosserie qui est modifiée, et de fait la porte est dans 80% des cas, on n'ouvre pas la porte qui s'en sur le palier. Voilà, donc on voit la manœuvre. Donc pour écarter la deuxième porte, en faisant bien sûr attention à la victime, en faisant aussi attention aux collègues et même au matériel, parce qu'on parlait de matériel hydraulique, mais ce sont des tuyaux qui sont sous pression et il y a aussi un risque associé à ce matériel-là. Ça c'est du matériel qui est tout déco. Effectivement, il ne faut pas que ce matériel soit en contact avec une pièce à l'eau. Voilà, d'où l'importance de ces protections dont on parlait tout à l'heure. Il y a aussi un autre cas de figure qui peut arriver, c'est que pendant l'intervention, il manque de moyens. Là, vous avez la possibilité de rajouter justement des moyens humains ou techniques et de les faire rapatrier dans les meilleurs délais par un autre véhicule. Absolument. Nous le contact permanent avec le centre de secours, donc le centre d'appel, pour pouvoir engager des moyens supplémentaires, alors des moyens en matériel, des moyens humains et forcément des moyens en commandement. Parfait. C'est aussi le rafraîchissement. Parce que là, il fait pas trop chaud. Si l'intervention dure très longtemps, là aussi, c'est plus le cas pour les incendies, mais ça pourrait être le cas dans un accident impliquant plusieurs véhicules, par exemple. Au sein du service, nous avons la fédération santé qui s'occupe du suivi de la santé du personnel, mais également qui vient nous amener un soutien sur les opérations pour pouvoir assurer la logistique de fil et assurer le suivi et l'état des victimes. Parce que comme tu disais justement tout à l'heure, il fait chaud et puis le personnel, comme vous voyez, ne travaille pas en short en barbare. Ah, ça c'est sûr. Quel est le choix approximatif de ce genre de tenues? On parlait des tenues un peu plus épaisses. C'est un certain poids. Là, on parle juste d'une opération sur la route, mais il y a aussi, lorsque vous êtes par exemple sur des interventions d'incendie, ce qu'on appelle les aéries, qui eux représentent un certain poids complémentaire. Donc, il faut imaginer qu'on peut monter entre le matériel, les EPI, etc., un poids qui peut atteindre une quinzaine de kilos très rapidement. Je parle entre l'aérien, entre le matériel transporté, entre l'outillage, etc. On atteint très vite les 15 voire les 20 kilos supplémentaires à emmener un poids en tenant en compte que chaque sapeur-pompier est différent, chaque individu est différent, chaque gabarit est différent, il n'a pas forcément les mêmes besoins au même moment. D'où la nécessité de suivre l'état de forme de nos sapeurs-pompiers pendant l'opération également. Voilà, on a entendu première, je pense que c'est la première charnière. Absolument, la première charnière, plein l'oreille. Et là ils sont sur la deuxième pour retirer cette porte. Et voilà, communication permanente justement entre ceux qui sont à la manœuvre et ceux qui sont à côté. Ils sont protégés, ils ont des gants, mais le risque est toujours permanent, donc toujours un œil attentif sur le milieu autour de soi. Absolument. Là, nous sommes en train de faire céder la deuxième charnière du véhicule, donc là la porte va être libérée.
sécurité, effectivement, toujours faire attention. Donc, encore une fois, les binômes les plus engagés au risque sont toujours ceux qui ont le pays complet. Donc, les personnels du véhicule secouritaire et qui sont assistés par le sapeur-pompier de l'ambulance. Voilà, donc on voit qu'ils vont déplacer la porte et ensuite ils vont sans doute couper le montant. Absolument, couper le montant et l'idée sera très certainement de faire tomber le pavillon, c'est-à-dire de découper le toit et de poser le toit de la voiture au sol pour pouvoir appeler directement. Voilà, on voit mieux justement le travail qui est déployé, qui prend du temps, qui demande de l'organisation, mais après il faut pouvoir y répondre. L'objectif ultime, l'objectif principal, c'est de venir de secourir la victime. Absolument. Je vais apporter un peu d'attention aussi sur ce qui est autour. Donc comme vous pouvez voir, il y a des parcs matériels qui sont vraiment localisés, donc le parc hydraulique, le parc sécurité, vous avez le parc secours à personne et les éléments qui sont équipés qui sont mis à part. Parce que les accidents les plus graves sont parfois les plus bêtes. Il serait dommage de se prendre les pieds dans une porte bien découpée qu'on a posée juste à côté du véhicule et aggraver l'état de la victime, voire blesser un sapeur-pompier. Donc il est important d'être organisé sur l'intervention. Voilà, ce qui justement nécessite très souvent de bloquer la circulation dans les deux sens pour que vous ayez le maximum de place pour travailler en toute sécurité. Absolument, et puis le fait de bloquer la circulation, c'est toujours en collaboration avec les forces de l'ordre qui trouvent la solution pour pouvoir assurer un délestage et en tout cas un itinéraire bis pour que l'activité puisse continuer sur l'île. Alors j'ai remarqué qu'ils ont tracé des petits dessins blancs. Je pense que c'est là qu'ils vont... Alors les petits dessins blancs, effectivement, sont les zones de découpe qui sont déterminées donc, par les charges routiers qui déterminent en fait l'endroit où sera coupé le montant. Alors pourquoi ces endroits sont déterminés de la sorte? Parce qu'il faut prendre en compte les équipements de sécurité qui sont camouflés au sein de l'habitacle du véhicule. Donc tout ce qui est prétentionneur de ceinture, tout ce qui est airbag, puisque les véhicules n'ont pas forcément l'airbag uniquement sur l'avant du véhicule, mais peuvent l'avoir sur les côtés, avec des cartouches qui peuvent présenter un risque pour les sapeurs-pompiers en cas de déclenchement tardif. Voilà, donc ils ont retiré le pare-choc, non pas qu'ils en avaient besoin, mais c'est pour justement sécuriser et préparer l'intervention. Voilà, l'idée est d'atteindre le haillon arrière pour pouvoir encore libérer cette partie et après on procédera à la découpe des montants où ont été les marques par le chef de sécurité. Voilà, donc la pince hydraulique est utilisée pour écarter la porte arrière. Alors même manœuvre, l'écarteur est utilisé actuellement pour faire sauter le verrou du poste. Et rappelons que le véhicule en état, il est en bon état, il n'a pas subi de tonneau ou de situation particulière qui pourrait compliquer ce genre de manœuvre qu'on voit là aujourd'hui. Évidemment, le véhicule est en bonne forme, et puis surtout sur un support solide. Donc on n'a pas de risque de glissement du véhicule, on n'a pas de risque de chute d'un véhicule qui serait en équilibre par exemple, et un accès optimisé pour les actions de désincarcération. Voilà, donc là il s'occupe de charnières maintenant pour retirer la porte. Voilà, tout ce tour, on va en mettre. Alors ils ont fait sauter les charnières. La deuxième chose qu'ils ont fait sauter, donc, ce sont les vérins qui retiennent le coffre, qui va leur permettre maintenant d'être complètement désolidarisés avec la tête du véhicule et pouvoir s'attaquer à la découpe et poser le pavillon. Toujours la même méthode, on découpe les charnières, on retire la porte et ensuite donc, les deux sapeurs-pompiers vont écarter avec les autres débris ce qui a été découpé. Absolument, et puis n'oublions pas que pendant que ce travail se fait en périphérie du véhicule, nous avons toujours notre sapeur-pompier qui est en contact direct avec la victime, puisque
nous sommes en présence d'une personne qui est traumatisée actuellement dans le véhicule, qui entend énormément de bruit tout autour d'elle et qu'il faut rassurer en permanence. Et c'est ça aussi le rôle de l'écureuil qui est à l'intérieur, qui est là pour veiller sur l'état de santé et également rassurer la victime. Absolument, et qui en cas d'aggravation de la victime rencontre rapidement à son chef d'agré pour pouvoir soit confirmer les manœuvres de désincarcération ou prévoir une manœuvre annexe qui permettrait un dégagement d'urgence. Voilà les deux sapeurs-pompiers qui reprennent justement des forces. On en parlait tout à l'heure de la logistique. On les voit là, ils sont en train de se rafraîchir parce que c'est un exercice qui demande quand même beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie et d'être rafraîchi parce qu'il ne faut pas non plus que ça arrive, hein, ça arrive sur quelques interventions que justement les pompiers soient blessés et le but c'est de limiter ce risque. Absolument, un sapeur-pompier derrière sa tenue est une personne comme une autre. La différence à travers son activité, elle s'entraîne sur ce genre d'intervention, elle s'entraîne aussi physiquement, il faut qu'elle ait une capacité à rester concentrée, à l'écoute des ordres et donc savoir aussi réguler son effort. Je vois que l'un des pompiers est en train de s'équiper d'un masque, une raison particulière. Alors c'est pas pour le Covid, c'est parce que ce sapeur-pompier sera très certainement engagé à la découpe du pare-brise. Et d'ailleurs c'est toute l'équipe autour qui se protège les voies respiratoires. Voilà, c'est une sorte de... Et une outil avec une prise où il est possible de tenir, de maintenir et de travailler avec l'outil à deux mains pour pouvoir découper le pare-brise le plus rapidement possible. Et là encore, on rappelle la protection aussi à l'intérieur de la victime, parce qu'on voit ces morceaux de contreplaqué qui sont mis pour faire écran tout simplement. Absolument, la victime doit être vraiment positionnée dans un cocon en toute sécurité. Et je dirais même que ce cocon prend en compte la victime et les sapeurs qui sont à l'intérieur. Voilà, donc le trou a été fait et on voit donc maintenant cette scie qui va découper le pare-brise. Ici pour découper le pare-brise, pour nous permettre encore une fois de désolidariser cette pièce et pouvoir poser le toit au fond. Voilà. Donc toute une méthode pour justement apprendre ces méthodes pour les pompiers, parce qu'il faut aussi le rappeler, on n'y pense pas souvent, dans les pompiers, il y a des pompiers professionnels et il y a des pompiers volontaires. Sauf que à la base, on est tous pompiers et lorsqu'un pompier intervient, que ce soit le jour, la nuit, le week-end ou la semaine, on peut avoir affaire à des pompiers qui sont volontaires ou professionnels, mais ils doivent avoir tous le même niveau, le même socle de formation. Toutes ces compétences, on les apprend localement. Alors, déjà, le fait d'être sapeur-pompier professionnel ou volontaire, sur intervention, vous êtes sapeur-pompier avant tout. Là, sur l'opération actuelle, nous avons uniquement un sapeur-pompier professionnel les autres sont volontaires. Concernant la formation, effectivement, bien entendu, la formation initiale du sapeur-pompier volontaire, en majeure partie, est faite directement sur l'île, notamment cette partie de secours routier. Après, nous faisons appel également à des organismes de formation spécialement qualifiés pour pouvoir former nos volontaires et nos professionnels à certaines spécialités diverses, telles que la spécialité nautique, la spécialité de sauvetage d'éléments, etc. Voilà. Donc justement, c'est cet exercice de cet après-midi qui pour nous, public, est une belle démonstration, et qui pour eux est un exercice pour approfondir les connaissances. Absolument, c'est un exercice pour approfondir les connaissances, à prendre en compte que même si on peut s'imaginer que c'est la même chose à chaque fois, chaque intervention est différente, chaque véhicule est différent, chaque environnement est différent. Les risques sont différents aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure des véhicules électriques, mais là encore, le risque n'est pas le même sur un véhicule thermique et le véhicule électrique. Alors, le risque, certains risques, on peut les retrouver sur tous les véhicules, mais effectivement, en cas de départ d'incendie, les moyens à mettre en œuvre ne sont pas les mêmes. D'où l'importance d'acquérir ces connaissances, ces compétences
pour avoir des pompiers formés pour répondre à toutes ces situations qui peuvent retrouver un combat. Absolument, on prend en compte aussi que la connaissance c'est avant tout l'expérience, donc il est important aussi pour nos agents de mettre en œuvre concrètement les techniques pour pouvoir acquérir des réflexes et aussi adapter leur expérience et surtout acquérir de nouvelles techniques et avoir une capacité à s'adapter qui grandit à chaque intervention. On va rappeler justement pour celles et ceux qui sont là et qui voudraient par exemple rejoindre les rangs des pompiers, soit comme professionnels ou comme volontaires, que cela est possible par une simple postulation. Il y a un concours, il y a une formation bien sûr lorsqu'on écrit, mais ça se passe comment? Et est-ce qu'il y a une session par exemple de cette année? Alors la session de cette année n'est pas encore fixée, nous essayons parce que nous avons aussi des contraintes opérationnelles, d'organisation, mais nous faisons le maximum pour pouvoir offrir la possibilité à la population de s'engager en tant que pompier volontaire et de proposer en tout cas une formation initiale à minimum tous les 2 ans. Comment s'engager? Déjà faire savoir sa volonté de devenir sapeur-pompier volontaire et rendre un dossier au secrétariat de notre territorial d'incendie pour pouvoir s'inscrire. Puis après les annonces sont convoquées sur divers entretiens, des exercices sportifs également, avoir une condition physique. Et après pour amener une fois que le process qui est passé à suivre une formation et au fil des unités de valeur acquises, pouvoir participer aux discussions qui sont les nôtres. Voilà, et c'est un engagement avant tout, un engagement pour le véritable combat. C'est un engagement citoyen. On est sapeur-pompier à Saint-Barthélemy, on est sapeur-pompier lorsqu'on part en vacances, on est sapeur-pompier comme ça. Voilà. Très important de le rappeler parce qu'on n'y pense pas toujours qu'il y a effectivement des pompiers volontaires, des pompiers professionnels, et là, c'est une particularité du métier. Absolument, c'est différent, les pompiers professionnels, c'est sa profession, et puis c'est très important, surtout sur le système français, de mettre en valeur en fait les sapeurs-pompiers volontaires qui, ne l'oublions pas, ont leur activité personnelle, familiale et professionnelle et qui malgré tout ça sont capables de donner du temps, de prendre des risques parfois au service de la population. Là donc tout poursuit, là je vois qu'ils vont découper en haut. Là ils sont en train de découper sur la partie basse, il va rester que là en bas. Ils vont carrément retirer toute la toiture. Voilà, ils ont posé le bois au sol. Donc là, effectivement, il y a des découpes qui sont à faire et puis après fragiliser en fait certains points en partie basse pour pouvoir permettre le pliage. Et les portes qui sont en dessous ne vont pas poser d'obstacle. Alors les portes qui sont en dessous, la configuration c'est qu'on ne peut pas les traiter, donc on doit s'adapter à tout ça. Donc d'où l'idée de manœuvre du chef d'agréé de pouvoir juste pour parler simplement le poids, de pouvoir avoir pleine accès sur la victime en bas. Tout à l'heure on vous parlait du morceau piquant, on le voit bien là, la colle comment c'est très dangereux comme c'est découpé là. Absolument, alors pour l'instant on est dans la phase de découpe parce que c'est pas mal de protection. Et vous verrez un petit peu plus loin dans la manœuvre que les protections sont déjà protégées parce que vous voyez bien que les obstacles à un moment vont être tout au niveau de la tête et du visage de l'effecteur. C'est ce qu'on appelle le suraccident. Voilà, on est laissé avancer dans la manœuvre. Et bien évidemment, si vous avez des petites questions pour le passer, n'hésitez pas à venir nous voir au micro. Soit on vous passera le micro, soit on la posera pour vous, mais quoi qu'il en soit, c'est de profiter de cette démonstration pour à la fois se rendre compte du travail de nos pompiers, dans n'importe quelle condition. Là aujourd'hui il fait beau et chaud, ça peut être sous une bonne averse, ça peut être au jour, ça peut être de nuit, toutes sortes de conditions. Absolument, toute l'année. Alors la neige normalement c'est pas possible, c'est une condition climatique qui est très. Alors là, ce qu'on peut voir sur la partie arrière, donc, il y a une petite attaque qui a été effectuée sur la partie arrière.
fragilité justement et facilité de pliage, la même chose en train de se faire à la branche. Voilà, pour pouvoir replier vers le bas et effectivement bénéficier, profiter de cette ouverture pour retirer la victime. La victime, on le verra tout à l'heure, elle va sans doute posée sur le sol, sur le brancard jaune qu'on voit là-bas, ou c'est une autre manière? Alors écoutez, on va le découvrir, toute intervention est différente, en tout cas le matériel a été prépositionné dans le cas où il est nécessaire de procéder à cette stimulation. Voilà, donc visiblement les manœuvres de découpe sont terminées. Donc là on va plier la toiture, donc faire de l'espace, et on voit justement que les collègues pompiers ont préparé des petites bâches dont on parlait tout à l'heure pour eh bien, aller sécuriser ces parties coupantes. Absolument, alors ils ont préparé les bâches, ils ont écarté le matériel de découpe pour ne pas être gênés. Ils sont en train aussi de prépositionner des cales, puisque l'idée est d'anticiper en fait sur le volume que l'on découpe. Et il faut pouvoir poser cette toiture sur un support fixe pour être à niveau, je dirais, avec la victime. Voilà, toute une technique. Toute une technique et en tout cas une organisation. Voilà, opération de pliage. Absolument, opération de pliage. Donc, faut bien prendre en compte qu'ils sont en train de plier du papier, hein, c'est du métal. Donc tous les traits des découpes, d'où la position des cales pour pouvoir arriver à un sol, non pas de niveau, mais en tout cas le plus plat possible. Et tout en faisant aussi attention que le véhicule ne se retourne pas, parce que ce sont des contrôles qu'ils ont fait systématiquement, on n'en a pas forcément parlé, mais lesquels sont justement prépositionnés en fonction de l'avancée de l'opération. Absolument, lesquels sont prépositionnés, ce qu'on ne voit pas sur cette partie du véhicule, mais vous pourrez faire le tour après, c'est qu'il y a aussi des dispositifs de l'autre côté pour éviter le basculement du véhicule. Voilà, donc les bâches ont été disposées au niveau des découpes. Absolument. Donc là, on va maintenant, du moins ils sont en train de faire le point sur la façon d'extraire la victime. Donc on a l'équipier du VSAV en train de protéger la zone, parce que comme vous le voyez, notre chef d'agrément a la tête très proche des parties saillantes. Pour éviter le suraccident, voilà, cette manœuvre a toute son importance. D'où l'importance aussi d'y aller par méthode. Absolument, dans le métier de sapeur-pompier, la vitesse et la précipitation sont des choses qui nous Alors on voit mieux la victime et c'est bon, ils ont vérifié que le véhicule ne bouge pas, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'au fur et à mesure, le véhicule aurait pu se déséquilibrer, et pour éviter justement que le véhicule ne retombe dans une autre position, ces vérifications-là sont essentielles. Absolument, il sera difficile de pouvoir s'inquiéter de ce problème une fois la manœuvre d'extraction engagée. On voit également le pompier à l'intérieur du véhicule, celui qu'on appelait l'écureuil tout à l'heure, qui fait justement une vérification permanente de la victime. C'est la fameuse vérification en 5 points. Voilà, le fait, c'est de garder le contact régulier avec la victime, de s'assurer que son état ne s'aggrave pas, et puis quand bien même son état est stable, de la rassurer, parce qu'encore une fois, c'est une situation particulièrement stressante. Un accident, c'est un traumatisme physique, mais un traumatisme aussi moral et psychique. Effectivement, toutes les questions que peut se poser la victime. Ah, ma voiture, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Parce que ça peut être aussi
des origines de crise de panique, hein, mine de rien. Absolument, et puis personne ne prévoit de faire l'accident à aucun moment. Voilà, ce sont des situations, on en rigole, mais quelque part ça peut arriver. Il y a des situations d'où justement ce côté imprévisible des différentes situations auxquelles vous devez faire face au quotidien. Voilà, d'une façon générale, les accidents ça arrive. Maintenant, à chaque personne à faire de façon à ne pas mettre de chance supplémentaire pour qu'un accident arrive en consommant de l'alcool, en ayant des comportements inadaptés sur la route, etc. Voilà, donc on voit justement le fameux brancard jeune. Je dis brancard, mais c'est peut-être un autre terme. Alors ce n'est pas un brancard, c'est un plan dur en fait, qui va permettre de positionner la victime, de garder son axe et de la positionner sur un support rigide pour éviter toutes lésions supplémentaires, notamment au niveau du rachis et le cervical. Alors pour le jeune public qui est là, je vous rassure, la personne, c'est pas du sang, hein, c'est fait pour la démonstration, mais c'est juste une question de rassurer les enfants en particulier. Ce que vous voyez là justement, c'est une personne qui est en pleine santé. D'ailleurs tout à l'heure, vous allez voir, lorsque la situation d'exercice sera terminée, elle va revenir, hein, comme on dit, sur nous voir peut-être au micro, mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est juste pour les rassurer sur le fait que pour que l'accident et la situation soient le plus réaliste possible, vous êtes allé vraiment jusqu'au bout des choses. Absolument, donc pas d'inquiétude, elle va bien, d'ailleurs c'est une sapeur-pompier volontaire de chez nous, et donc je ferai en sorte de ne pas la blesser. Ce qui est important de voir maintenant, c'est le nombre de personnes nécessaires pour extraire une victime et garder vraiment cet axe du rachis. Vous avez pu voir tout à l'heure que la victime a été mobilisée pour pouvoir passer sous elle ce plan dur, pour pouvoir la garder parfaitement linéaire. Beaucoup de personnel sont engagés. Là, prenons en compte qu'il s'agit d'une intervention dans un véhicule. Dans ce même véhicule, il y aurait pu avoir 2, 3 personnes avec des états différents. Il y a un environnement plus complexe pour pouvoir procéder à leur extraction. Voire même des personnes à deux roues. Là, le risque est encore plus élevé. Absolument, des véhicules annexes avec des victimes à prendre en compte. Là, il est parfois nécessaire pour le sapeur-pompier de réfléchir très rapidement et de prendre des priorités sur la prise en charge des victimes. Voilà, donc la victime a été extraite du véhicule. Là, on va la positionner sur le côté pour maintenant faire une sorte de bilan de la victime. Par l'écureuil, notamment la fréquence ventilatoire, fréquence circulatoire, etc. Et ce bilan, par contre, est nécessaire après chaque mobilisation de la victime. Parce que vous aviez une victime qui est dans une position, personne ne sait à l'intérieur quel est son état de santé. Il est important de voir si la manipulation n'a pas changé, n'a pas aggravé son état. Comme une accélération, par exemple, du rythme cardiaque ou une situation de détresse ou autre symptôme qui apparaîtrait. Voilà, nous sommes sur un accident, donc un accident de la route, c'est un accident en règle générale où on a un enjeu, en tout cas, on a une certaine cinétique, donc avec une possibilité de lésions apparentes, donc des traumatismes apparents, mais aussi des lésions internes, notamment des hémorragies possibles, et il est important de garder un œil continu sur l'état de la victime. Voilà, on voit qu'elle est sécurisée, vraiment immobilisée pour éviter justement toute lésion. Absolument. Immobilisée avec les parties les plus sensibles, hein, qui sont les cervicales, qui sont particulièrement sensibles. Mobilisée à minima la victime, donc elle est actuellement, son immobilisation est en cours par plusieurs dispositifs, un dispositif de maintien au niveau de la tête, donc par des calpettes, et un dispositif pour la solidariser avec le plan dur par une sangle appelée sangle araignée dans le jargon pompier. Parce qu'il peut y avoir aussi des fractures de membres, jambes ou bras, et c'est important justement de l'immobiliser au maximum. Absolument, il peut y avoir des fractures, et puis un os c'est quelque chose de particulièrement tranchant, qui peut, lors d'un mouvement, trancher une artère, une veine à l'intérieur et aggraver l'état de la victime. Donc il est important de la mobiliser à minima. Qu'est-ce que t'aimerais? Donc on va rappeler qu'il y avait une seule victime dans notre scénario d'aujourd'hui, mais il pourrait y en avoir plus, voire 2, 3 véhicules impliqués.
et après forcément un nombre de victimes qui augmente, ce qui nécessiterait l'intervention d'autres pompiers et de renforts. Absolument, d'où la capacité d'adaptation aussi de nos personnels, de nos équipes. Puisque lorsque vous êtes sur un accident de la route, vous intervenez initialement, on aura toujours une ambulance, au meilleur des cas 2 ambulances qui pourraient être engagées simultanément. Donc une action plus orientée sur le secourisme isolé, sur le pompe secours, avec une organisation qui va différer un petit peu de celle que nous avons vue aujourd'hui, avec des priorisations dans la prise en charge des victimes. Puisque forcément sur un véhicule où on a 3 personnels, il n'est pas possible d'agir de la même façon sur une victime ou sur 3 victimes en simultané. Voilà, donc elle a été placée maintenant cette fois-ci sur le brancard. Le vrai brancard. Et elle va être placée dans l'ambulance pour rejoindre le centre hospitalier de Gustavia. Absolument, donc elle a été placée sur le brancard, elle va être positionnée dans le VSAV. Le chef d'agré continuera d'informer le centre de secours de l'évolution de la situation. Et l'équipe procédera à un bilan complémentaire avant transport et attendra la validation du SAMU pour pouvoir la transporter. Alors ici, nous n'avons qu'un seul hôpital, mais ailleurs, le SAMU nous dirigerait vers tel ou tel hôpital en fonction des traumatismes et de l'état de la victime. On n'en a pas justement parlé du médecin urgentiste de l'hôpital qui aurait pu être appelé sur le lieu de l'accident en cas justement par exemple d'un arrêt cardiovasculaire ou d'une situation beaucoup plus grave. C'est-à-dire qu'on a parlé de la police territoriale, des gendarmes qui assurent la sécurité, mais il y a aussi ces moyens-là qui peuvent être engagés pour venir vous renforcer sur une intervention. Absolument, c'est un vrai travail d'équipe. Pour une urgence vitale, de fait, une médicalisation sera engagée, mais une médicalisation peut être engagée également pour ce qu'on appelle un protocole douleur, avec des personnes qui présentent des lésions qui sont particulièrement douloureuses et il est important de pouvoir les soulager dans les meilleurs délais pour leur apporter le maximum de confort dans leur malheur. Voilà. Donc la victime est à l'intérieur et l'ambulance va prendre, on va dire, dans le scénario, la route de l'hôpital, mais dans le cas actuel, aujourd'hui, ils vont rejoindre le service territorial d'incendie secours. Absolument, donc notre manœuvre, en fait, en tout cas notre démonstration va s'arrêter ici, puisqu'on ne va pas suivre et on ne va pas amener notre collègue à l'hôpital, je ne pense pas que son état le nécessite. Mais voilà, en fait, on espère pouvoir vous avoir, à travers cette démonstration, déjà vous montrer un petit peu le savoir-faire de nos sapeurs-pompiers, bien sûr, mais au-delà de ça, vous sensibiliser à tout ce que ça peut impliquer, un accident de la route, les moyens, le temps, je ne sais pas quelle heure il est actuellement. Voilà, 5h30. Ça fait plus près d'une heure quand on y est. Voilà, donc 1 heure pour pouvoir extraire cette victime en toute sécurité. Ça veut dire que pendant cette heure, nos sapeurs-pompiers qui seront qui seront engagés sur cette mission ne pourront pas l'être ailleurs. Donc les accidents, comme on l'a dit, ça arrive. Tout le monde peut avoir un accident, mais tout le monde peut aussi faire le maximum pour empêcher que ça arrive en ayant des comportements adaptés sur la route, en évitant de consommer de l'alcool, en tout cas plus qu'il n'en faut, de consommer des drogues, etc. C'est vraiment très important pour la sécurité de tous. Alors je vais juste vous demander d'applaudir s'il vous plaît nos pompiers et les remercier de cette démonstration, de ce temps également, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était cet après-midi un pompier professionnel et plusieurs pompiers volontaires qui ont pris donc de leur temps pour à la fois se perfectionner, se former, maintenir la compétence et également pour nous faire profiter de cette démonstration. Absolument, et puis au nom du STIS et puis de tous mes collègues qui ont manœuvré cet après-midi, nous vous remercions de votre attention et de l'intérêt que vous portez à nos actions. Mille merci, on peut encore une fois les applaudir s'il vous plaît. Merci à nos pompiers, et puis j'ai vu entre-temps le Securibus qui est venu nous rejoindre ici.